Ils avaient donné un ultimatum au Qatar, assorti d'une liste très exigeante posée à Doha pour renouer éventuellement les relations diplomatiques et lever le blocus économique. Ces 4 pays qui se sont réunis aujourd'hui en Égypte, au Caire, à l'initiative notamment de l'Arabie saoudite. Ils ont finalement décidé, eh bien, rien du tout, ne pas lever les sanctions existantes, ne pas les durcir non plus. Quelles conséquences pour la situation, notamment au sein de ces pays du Golfe? Eh bien, on en parle avec Clarence Rodriguez. Bonjour, vous êtes ancienne correspondante de France 24 à Riyad, vous êtes spécialiste de l'Arabie saoudite et auteur de Révolution sous le voile, ainsi qu'un nouvel ouvrage qui va paraître en octobre, Arabie saoudite 3.0, parole de la jeunesse saoudienne. Merci d'être avec nous. Merci également à Nabil Enasri. Bonjour, vous êtes chercheur spécialiste de la politique étrangère du Qatar et directeur de l'Observatoire du Qatar. David Rigolet-Rose, vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, le numéro 5 d'ailleurs vient de paraître, le sort des minorités au Moyen-Orient. Hasni Abidi, bonjour, vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, le CERMA. Merci à vous quatre d'avoir bien accepté de débattre. Clarence Rodriguez, pas de nouvelles décisions aujourd'hui. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre d'après vous, ou est-ce que le Qatar a finalement échappé à un durcissement de ses sanctions? J'ai presque envie de dire qu'on pouvait s'attendre à cette réaction, mais il y avait quand même un espoir, parce que n'oublions pas que l'ultimatum était prévu en dimanche dernier, et qu'il a été différé de 48 heures pour justement organiser cette réunion donc, au Caire, vers un durcissement. Ce ne serait pas envisageable, parce que vous savez, cette région en tous les cas ressemble plus maintenant à une poudrière, et que la sagesse voudrait que ça se calme un petit peu, que ce soit en Arabie, que ce soit au Qatar ou dans les pays du Golfe. Mais c'est vrai que voilà, la situation est telle que un mois après, on n'a pas beaucoup évolué, avec notamment cette liste de 13 conditions et exigences, et que effectivement le Qatar ne souhaite pas abdiquer, parce que est accusé un petit peu de souveraineté dans son pays, et c'est presque légitime presque. Oui, alors parmi ces exigences, on va peut-être les voir d'ailleurs à l'écran. Il y a notamment la fermeture d'une base militaire en Turquie, la fermeture de la chaîne Al Jazeera, devenue l'emblème d'une certaine manière du Qatar, ou en tout cas l'un des symboles de l'information en continu en langue arabe à travers le monde. Et puis aussi la baisse de l'intensité des relations entre le Qatar et l'Iran. Il faut dire que les deux pays exploitent conjointement notamment un gisement gazier colossal, South Pars, où d'ailleurs la société Total, on l'a vu plus tôt cette semaine, vient de refaire son entrée d'une certaine manière en tant qu'opérateur. On reviendra sur le détail de ces mesures exigées au Qatar. Mais d'après vous, Nabil Enasri, le fait que finalement cette réunion aujourd'hui se conclut sur la décision de maintenir du statu quo d'une certaine manière, est-ce que ça ne traduit pas peut-être la gêne aussi de ces pays qui ont adressé un ultimatum, qui ont d'une certaine manière durci le ton, et puis pour finalement voir que le Qatar ne cède pas pour l'heure? Je pense qu'effectivement, pour eux, on est plutôt dans une impasse. C'est-à-dire que l'ultimatum fixé, ou plutôt le blocus mis en place depuis un mois, ils pensaient que, eu égard à sa spontanéité et à sa violence, le Qatar allait abdiquer. Or, ça n'est pas le cas, et le Qatar est parvenu d'une certaine manière à renverser le schéma accusatoire au niveau de l'opinion et des gouvernements occidentaux, à savoir que finalement le blocus appartient à un processus un petit peu dépassé. Ça rappelle plutôt le 19e siècle que l'actualité des relations internationales, et donc ces pays-là sont un peu acculés à observer une situation qui leur échappe un peu, et puis encore une fois une polarisation médiatique qui leur est en défaveur. Donc c'est plutôt une petite victoire pour le Qatar, parce que certains pensaient qu'on allait annoncer cet après-midi une suspension du Qatar du Conseil de coopération du Golfe, ou davantage de mesures de rétorsion économique. Il n'en est rien. C'est peut-être un petit signal aussi vers une désescalade, c'est-à-dire que ces pays se rendent compte que finalement tout cela n'aboutit à pas grand-chose, et que c'est le Golfe dans son entièreté qui pâtit de cette situation, et c'est tout simplement l'Iran qui en récolte les fruits. Et on arrive à une situation quasiment inverse à celle qui était initialement escomptée, c'est-à-dire que le Qatar est en train de développer des relations avec l'Iran,
Or, l'objectif au départ était de scinder le Qatar de l'Iran. Alors il faut rappeler que quand même aujourd'hui, le chef de la diplomatie qatari, depuis Londres, a annoncé qu'il était prêt quand même à négocier. Oui, après avoir rejeté hier les préconditions. C'est des signes plutôt de détente. David Rigouleiros, face à cette intransigeance apparente de ces 4 États, le Qatar ne cesse d'appeler au dialogue sans rien céder finalement sur le fond. C'est un jeu de dupes ou une vraie bonne volonté de la part des Qatariens? De toute façon, c'était peu envisageable que le Qatar puisse accéder aux exigences qui avaient pris la forme d'un ultimatum. Quand on voit les 13 conditions, c'est quasiment une capitulation en race campagne en termes de souveraineté nationale. Donc, quoi qu'on puisse penser de la nature du régime, etc., c'était tout simplement pas envisageable. Et je pense que ceux qui sont à l'initiative, alors justement, quels sont les calculs préexistants, ça, c'est une vraie question, parce que vu l'impasse qui semble se dessiner aujourd'hui, il y a, semble-t-il, une sous-estimation quand même de certains atouts du Qatar qui n'ont pas été intégrés finalement dans la mise en forme de l'ultimatum. En l'occurrence, le fait qu'il y ait la base avancée du CENTCOM, ce qui n'est pas rien quand même. Donc un pied américain dans cette région. Américain, et puis, que Donald Trump avait lui-même sous-estimé, vous pensez, dans les premiers moments et ses premières réactions par tweet? Des mauvaises langues, des détracteurs de Donald Trump disent qu'il n'était pas forcément au courant de l'existence du CENTCOM, de la base avancée du CENTCOM. Sans aller jusque-là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'administration, elle, est bien consciente de cette réalité. On va peut-être rappeler ce que c'est, d'ailleurs, la plus grosse base américaine, notamment aérienne. C'est la base avancée du commandement central américain qui couvre toute la région du Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire du Moyen-Orient et même de l'Asie centrale maintenant, et surtout qui sert de plateforme pour les opérations, notamment contre l'État islamique, qui est justement la cible désignée de Donald Trump. Donc il y avait des contradictions là-dessus qui étaient patentes, et certainement le Qatar a joué aussi de cet atout. C'est pas le seul, mais il y en a un. Et c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, un des mobiles, justement, c'était le reproche d'un rapprochement avec l'Iran, qui est de fait, ce rapprochement se fait justement parce que l'isolement du Qatar pousse paradoxalement le Qatar, je ne vais pas dire dans les bras de Téhéran, mais enfin en tout cas, compte tenu des intérêts conjoints qu'ils peuvent avoir sur le gaz avec South Pars et Northfield, effectivement, d'ailleurs, Téhéran s'est pas privé d'offrir ses bons offices pour justement parvenir à une sortie de crise. Oui, c'est peut-être pas forcément le meilleur des médiateurs avec l'Arabie Saoudite. Hasni Abidi, on va peut-être revenir à l'origine. Pourquoi une telle détermination, d'aucuns diraient un tel acharnement envers le Qatar? Que lui reprochent au juste ces pays hostiles, dont on va voir d'ailleurs peut-être la géographie sur la carte? Il faut rappeler que les pays, en tout cas du blocus ou des sanctions, c'est surtout l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne tolérait pas qu'un pays dans le CSCG dans le Conseil de coopération du Golfe adopte une politique autonome, s'affranchisse en quelque sorte de la politique saoudienne. Oui, c'est vrai qu'il y a le Oman qui a une relation différente, mais tout de même toujours dans le cadre tracé par le Conseil de coopération du Golfe, puisque le Oman a abrité les négociations secrètes entre les Iraniens et les Américains. Le Bahreïn, depuis justement le printemps bahreïni, où des manifestants pacifiques ont voulu changer, où ont demandé des revendications, ces manifestations ont été matées par la police bahreïnie et aussi par les Saoudiens. Le Bahreïn n'est plus en tout cas un État autonome en dehors de l'Arabie Saoudite. L'Égypte, dans une situation très difficile sur le plan économique et sur le plan politique, sous perfusion financière, n'est plus comme elle l'était auparavant, un poids lourd du monde sunnite. Donc aujourd'hui, on est face à Riyad et bien sûr Abu Dhabi et l'Arabie Saoudite. Voyons un petit peu le Qatar aller un peu très loin dans cette politique d'émancipation, a voulu donner probablement une leçon à la fois pour les autres pays du Golfe, mais aussi parce que l'Arabie Saoudite fait face à des épreuves internes, une succession à peu près difficile aujourd'hui avec Mohamed Ben Salman, des difficultés économiques très importantes, et donc le Qatar paraît un petit peu comme le coupable idéal, d'autant plus que l'Arabie Saoudite elle-même fait face à des critiques énormes au sein à l'intérieur même des États d'Amérique, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des plaintes très importantes avec la nouvelle loi qui risque de passer contre l'Arabie Saoudite. Voilà à peu près ce qui explique un peu cette relation tendue, mais elle ne date pas d'hier, ce qui est très important, c'est une relation compliquée depuis plusieurs années. Aujourd'hui, par contre, si vous permettez, suivant la conférence de presse, il y avait un langage diplomatique. On aurait bien aimé voir, en tant qu'observatoire, ce langage diplomatique plutôt adopté avant l'ultimatum. Aujourd'hui, tous les ministres qui sont succédés ont parlé de Parce que justement, il y a l'idée qu'on s'est mis dans une impasse avec cette posture à l'égard du Qatar. Je dirais un embarras.
Ouais. Il y a un embarras quand même dans ces pays-là. Ouais. Un dernier élément, c'est le coup de fil, à mon avis, qui a changé la donne. Le coup de fil aujourd'hui passé par le président Trump au président Sisi pour dire qu'il faut absolument négocier avec son secrétaire d'État, Rex Tillerson, qui a un petit peu, à mon avis, modéré les positions de ces 4 pays. Les États-Unis qui interviennent pour contraindre les belligérants, si vous me passez l'expression, à négocier, Clarence Rodriguez. Oui, on le sait bien que depuis, vous savez, la visite de Donald Trump le 21 mai dernier, on voit très bien la relation étroite qui existe entre l'Arabie saoudite maintenant et les États-Unis, ce qui n'était pas le cas sous l'ère Barack Obama. Donc, j'ai presque envie de dire que Donald Trump fait un petit peu marche arrière. Enfin, vous voyez, il essaie de... Il a un petit peu attisé au début, hein. Vous savez, rappelez-vous, il avait envoyé un tweet en disant il faut que le financement des terroristes cesse, il avait même en pointant du doigt le Qatar. Il avait même vu dans la mise en garde et la rupture de ses relations diplomatiques, la mise en garde adressée au Qatar, l'effet direct de sa visite au sein de ces pays du Golfe. Donc, il est allé très loin. Oui. Il était allé très loin. Et là, justement, ils essaient de faire un petit peu machine arrière. Alors là, c'est encore de mettre un petit peu, vous savez, d'attiser un petit peu les cendres sur cette région. Je parlais tout à l'heure de poudrière, mais c'est vraiment ça ce qui se passe. Et j'ai presque envie de dire, ils ont tout intérêt un petit peu de calmer le jeu. Parce que l'Arabie saoudite, ne l'oublions pas, est quand même instigatrice vous l'avez dit d'ailleurs, du Conseil de coopération des pays du Golfe. Et le Conseil de coopération des pays de Golfe a été créé le 25 mai 1981 pour justement qu'il y ait une stabilité, une sérénité dans cette région. Je ne pense pas que ça va aller au-delà. Je pense que c'est presque un avertissement, une menace très sérieuse, parce que ça fait un mois et que c'est sans précédent. Mais là, je crois qu'il va falloir un petit peu calmer le jeu. Et je pense que les États-Unis l'ont compris aussi, parce que impliqués dans le CENTCOM, comme vous venez de l'expliquer. C'est un immense travail pour le secrétaire d'État et pour le Pentagone. Oui. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a vraiment... On a deux décideurs. Vous avez l'administration Trump et vous avez quand même Rex Tillerson qui, tout de même, essaye de dire attention, on ne peut pas aller trop loin aussi dans la relation avec le Qatar, plus le Pentagone qui dit attention, nous avons, comme vous l'avez dit d'ailleurs, la base aérienne Haïdid, nous avons le plus grand dépôt d'armes hors États-Unis qui est au Qatar, et nous venons de vendre d'ailleurs 62 F-16 au Qatar. On ne peut pas quand même aller trop loin dans la relation avec ce pays. Nabil El-Nasri, à travers cette crise, le Qatar est-il en train de faire la démonstration de ses capacités propres, de sa puissance finalement, y compris sa capacité de nuisance à l'égard d'un certain nombre de pays arabes, et donc de sa possibilité de continuer à soutenir, sans en rendre compte, les frères musulmans, puisque c'était une des raisons, l'un des éléments qu'on lui reprochait? Effectivement, il faut replacer les choses dans leur contexte. Et l'une des choses, et de mon point de vue, pour reprendre votre question précédente, l'une des racines, en fait, tout simplement de cette crise, c'est le soutien au Qatar, au printemps arabe en général. C'est-à-dire qu'il faut voir que depuis 2011, le Qatar a basculé dans une diplomatie d'engagement et qu'il a beaucoup soutenu ce mouvement de révolte, de protestation. Et ceux qui ont tiré leur marron du feu de cet élan de protestation sont été les frères musulmans, puisqu'ils ont gagné les élections. Or, les frères musulmans sont considérés comme la bête noire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis surtout. On parle beaucoup d'Arabie saoudite, mais il faut rappeler que ceux qui sont un petit peu derrière cette crise, c'est d'abord l'Amirat d'Abu Dhabi, qui est d'une certaine manière un petit peu jaloux du Qatar, de sa fulgurance et des succès qu'il a pu obtenir ces dernières années, comme avec la Coupe du Monde, etc. Mais c'est vrai que la chose s'est polarisée autour des frères musulmans, puisque du côté saoudien, on a également une peur bleue de voir le vent de révolte déborder sur ses frontières. Donc les Saoudiens ont peur des frères musulmans, parce que ça peut être le fer de lance d'une contestation qui basculerait, en tout cas qui ébranlerait le pouvoir. Le Qatar n'a pas peur sur son sol de voir justement une agitation populaire et éventuellement un renversement. Exactement, et c'est l'une des différences fondamentales entre le Qatar et l'Arabie saoudite, puisque vous avez 2 millions d'habitants, dont 200 000 nationaux, donc c'est beaucoup plus facile tout simplement de contenter une population. Vous avez un système de distribution rentière qui satisfait une grande partie des Qataris, donc vous n'avez pas de dynamique oppositionnelle majeure au Qatar, ce qui est différent de l'Arabie saoudite avec 30 millions d'habitants et donc des problèmes sociaux beaucoup plus importants que ça peut être au Qatar. Donc le fer de lance d'une protestation qui puisse à un moment donné menacer la stabilité du trône en Arabie
Saoudite, elle est effective en Arabie. Elle ne l'est pas au Qatar. Et c'est cette distinction-là, en tout cas cette différence d'appréciation autour des printemps arabes et des frères musulmans qui a précipité, de mon point de vue, cette crise. On est là dans une des raisons principales, pas du tout dans la raison par rapport à l'Iran. C'est-à-dire qu'on a fait croire que l'une des raisons majeures, c'est les relations entre le Qatar et l'Iran, mais le pays du Golfe qui a le plus de relations économiques avec l'Iran, c'est pas le Qatar, ce sont les Émirats arabes unis. Or, on n'a pas dit aux Émirats arabes unis, on n'a pas lancé l'ultimatum en leur disant cessez votre coopération politique et économique avec les Émirats. Donc on voit bien que c'est plutôt un prétexte facile, la question de l'Iran, et que les véritables raisons sont plutôt liées à ce qu'on vient d'évoquer par rapport au printemps arabe et qui se cristallise d'ailleurs sur deux sujets, deux espaces importants, le Yémen et la Libye, où là vous avez une guerre par procuration très forte entre les pays du Golfe. On va en reparler dans un instant, et notamment de la proximité supposée ou réelle entre le Qatar et l'Iran. Restez avec nous, c'est dans un instant la suite du débat de France 24.